Pourquoi entreprendre? Comment entreprendre? Mais surtout, qu'est-ce qu'entreprendre? Dans la conférence que vous allez visionner, nous avons eu la chance de recevoir Honoré Baezelon et Jules Simian-Brocherie, deux entrepreneurs que j'admire énormément, qui sont venus présenter à nos préparationnaires leur définition et leur vision de l'entrepreneuriat. Cette conférence a eu lieu devant donc des étudiants en classe préparatoire chez Wade, puisque nous avons la vision chez Wade de former les étudiants non pas seulement à être les meilleurs au concours, mais à être les meilleurs après le concours. J'ai été vraiment le premier spectateur de cette conférence que j'ai trouvé extrêmement intéressante, où on comprend notamment que nous sommes tous entrepreneurs, entrepreneurs de nos études, entrepreneurs de nos vies, et pas forcément entrepreneurs simplement d'une entreprise au sens capitalistique. Je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à liker ces vidéos avant toute chose. Bon visionnage. Un grand merci à Honoré et Jules d'être là. Donc c'est la deuxième intervention de ce style cette année. On en a fait une juste avant les vacances sur la thématique de la tech. Donc vous êtes liés par vos métiers un peu à la tech avec 3 boîtes Mistral, Joko et Dust, donc très orienté IA. Donc un grand merci à vous deux pour votre temps. Je vais vous laisser vous présenter. Format d'1 heure. L'idée, c'est que vous posiez un max de questions. Moi, j'en ai évidemment, mais je connais Honoré et Jules et j'ai eu l'occasion de leur poser mes questions avant. Donc, posez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et voilà, on est là pour parler ensemble 1 heure d'entrepreneuriat. Donc, je vais vous laisser, messieurs, vous présenter déjà succinctement, ou pas d'ailleurs. Et après, j'ai une première question pour introduire et ensuite, ce sera surtout les vôtres. Donc merci encore. Je commence, ça te dérange pas? Trop bien, merci Simon pour l'invitation, merci de prendre le temps de nous écouter. Je sais pas si ce sera passionnant, mais en tout cas on va y mettre du cœur. Moi j'ai une rage dedans, donc je suis désolé d'avance, j'articule pas très bien aujourd'hui. Jules, et j'ai fondé une boîte dans l'éducation qui s'appelle Extra Students. Voilà, c'est une solution de mise en relation entre des élèves et des écoles, et un média qui s'appelle My Orientation, et on organise des salons étudiants. Voilà. Et moi je m'appelle Honoré, du coup j'ai 31 ans. Je suis le doyen de nous trois. Moi, j'étais à votre place il y a du coup maintenant 10 ans. Je garde un très mauvais souvenir de ma prépa. J'avais hâte d'être dans la vie pro. Donc, je serais curieux aussi de savoir un peu comment Wade arrive à réinventer cette expérience parce que moi, vraiment, c'était pénible as fuck. Je suis sorti d'école en 2018 et j'avais qu'une seule envie, c'était d'entreprendre. Entreprendre. Aussi parce que j'avais eu... à l'école, c'était dur. J'avais le sentiment qu'on essayait de me tordre. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'était une promesse de liberté absolue. Et en même temps un peu un saut dans l'inconnu, et ça m'excitait beaucoup. Et du coup, je suis entrepreneur dans l'éducation, c'est pas un hasard, j'ai subi ma partie scolaire, donc je pense que je voulais un peu réinventer ça. Et la mission que je me suis fixée il y a 7-8 ans, c'est un chiffre que j'ai découvert en école, qui était tu as 600 000 emplois qui ne trouvent pas preneur chaque année en France. Donc tu as un décalage entre des boîtes qui cherchent à recruter et des gens qui ont les compétences ou pas d'être recrutés. Donc j'ai commencé par une première société qui s'appelle Orthographique, qui est un logiciel de remise à niveau d'expression, qui était une des problématiques les plus soulevées par les entreprises. C'est l'incapacité du coup de trouver des gens capables de bien s'exprimer à un poste. Et désormais, du coup, on a une nouvelle activité en parallèle qui est dédiée au vibe coding, parce que maintenant, les entreprises, leur problématique numéro 1 est tournée autour de l'intelligence artificielle, qui est aussi liée d'ailleurs à la manière de s'exprimer. Parce qu'une des raisons pour lesquelles vous vous exprimez moins bien, les jeunes générations s'expriment moins bien, c'est qu'elles sont exposées à des technos qui leur permettent au quotidien de s'en sortir plus ou moins avec des lacunes du coup, dans leur manière de s'exprimer. Et du coup, voilà. Et ma mission globale, c'est vraiment, on va dire, préparer ça. Il y a une vague, une lame de fond pour votre génération qui va être l'employabilité. Avant, vous étiez concurrence entre vous pour un poste. Maintenant, il y aura une autre alternative qui va être l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de vous plutôt que d'une machine qui travaille jour et nuit pour moins cher, qui est efficace, qui est intelligente. Et donc voilà la mission globale qu'on s'est fixée avec du coup IQ Éducation qui est notre groupe d'éducation. Merci beaucoup. Moi, première question, et peut-être que Honoré, tu peux commencer puisque tu as le micro. Qu'est-ce que c'est selon vous l'entrepreneuriat? Question un peu vaste et dissertatoire, mais déjà, selon vous, si vous deviez le définir aujourd'hui, l'idée que vous en aviez, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes revenu Alors moi, la manière dont je l'ai vécu, du coup, je continue là-dessus, mais du coup, j'ai vécu une prépa très dure. J'étais à Stanislas, vous connaissez, extrêmement painful. Enfin, vraiment, j'avais le sentiment que tous mes défauts à l'école étaient genre exacerbés et que mes qualités ne se ressentaient pas du tout. Ça ne m'a pas empêché de faire HEC, mais j'ai fait HEC grâce à mes qualités
et justement en misant sur le fait de savoir bien m'entourer. Parce que la prépa, c'est avant tout une histoire de savoir s'entourer des camarades qui vous aident à vous pousser vers l'avant, qui vous aident à mieux bosser, qui vous aident sur les matières sur lesquelles vous avez des difficultés. La résilience, énorme. Je suis capable d'encaisser beaucoup de coups, je suis capable d'être dernier de la classe et de revenir au combat le lendemain, sans aucun souci. Pas du tout peur du ridicule, pas du tout peur de poser des questions. Et on va dire la troisième chose qui était l'ambition. Je suis quelqu'un de très ambitieux, j'ai envie d'avoir de l'impact. Et du coup, j'avais soif, même en étant mauvais élève, de vouloir réussir ma prépa. Et donc, quand je suis arrivé en école, j'ai réussi sur le papier, je m'étais dit, et là, tout le monde est parti en conseil. Donc vous allez voir, quand vous rentrez ensuite en école, vous repassez dans l'autre problématique qui est qu'est-ce qu'on fait professionnellement. Et là, vous allez voir, c'est le balai des moutons. Tout le monde veut faire du conseil. Moi, c'était le cas de ma génération. La génération d'avant, c'était la banque d'affaires. Il y a eu l'audit avant. Voilà, je ne sais pas quelle sera votre génération, le job trendy, mais tout le monde veut faire à peu près la même chose. Et c'est là que du coup, moi, je me suis dit, c'est dingue sur le conseil, ça allait être un recommencement de l'école. Sauf qu'au lieu d'être pendant 9 ans, ça allait être pendant 45 ans de ma vie, qui allait être de miser sur le respect de la hiérarchie, le fait de comprendre vite, d'être structuré, d'arriver à l'heure, d'être organisé, de savoir attendre. Donc tous mes défauts, quoi. Et je me suis dit, mais ça va être... Je pense que je peux réussir, mais ça va être une extrême souffrance. Et c'était lié à ça, hein. Je me suis dit, mais soit c'est ça, soit c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le chaos, c'est accepter d'être nul, c'est accepter d'être dans un univers où rien n'est designé pour vous, on va dire. C'est de l'inconnu, c'est devoir bien s'entourer, c'est devoir être super résilient, c'est être ambitieux. Et là, je me suis dit, ok, si tu penses vraiment que c'est ça tes qualités, du coup, c'est là qu'elles s'exprimeront. Et donc, il y a un moment, tu prends le leap of faith, tu mises sur toi. Et je pense que c'est un peu ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu miser sur moi en me disant, au pire, j'en reviendrai. Et du coup, je comprendrai mieux pourquoi il faut être salarié. Mais du coup, il faut que je me jette. Et du coup, c'était un peu sur ça que je me suis jeté en 2018, en sortant d'école. J'avais tenté plein de projets. Alors, tu te cherches, évidemment. Encore une fois, il faut encaisser. Tous les mois, quand tu vas voir tes copains qui te demandent t'en es où, du coup, tu repitches une nouvelle idée, éreintant. Épuisant. À un moment, tu veux plus voir tes proches parce que du coup, ils te demandent où t'en es et tu sais pas dire où t'en es. Donc, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Mais je pense que c'est en ayant passé ces barrières-là que du coup, avec le recul, je me suis dit putain, c'est ouf, je suis vraiment au bon endroit parce que j'ai réussi à passer des étapes que ceux qui ne sont pas faits pour ça n'arriveraient pas à passer. Et après, de fil en aiguille, on se retourne et en fait, on se rend compte qu'on a réussi des choses. On se rend compte que du coup, on est une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. On se rend compte qu'on a des clients, on se rend compte que on est entrepreneur. Donc voilà comment j'ai vécu. J'essaie de partir de vous pour arriver à pourquoi ce parcours d'entrepreneur. Mais voilà. Et comment est-ce que je conçois mon parcours d'entrepreneur à 31 ans ? C'est le fait de poursuivre ça, d'avoir de l'impact. J'ai envie d'avoir de l'impact. J'ai envie que ce que je fasse ait un impact sur les gens. J'ai envie de le voir, j'ai envie de le constater. Pareil, un truc qui me possédait, alors pas à votre âge, mais 5 ans après au moment de sortir d'école, c'était « mais combien est-ce que je vaux ?» Il y en a qui vous disent non mais c'est 60K, tu sors d'école, tu sors d'HEC, 60K, c'est le barème. Il y en a qui vont réussir à avoir un 80K. Donc tu vas être putain, ok, tu touches 80 000 € par an, mais du coup, quelle est ma valeur ? Il y en a qui vont toucher 30K, mais qui vont être hyper heureux. En fait, qui a raison ? Qui a raison là-dedans ? Et je trouve que ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tu te rémunères à la valeur que tu arrives à donner aux gens. Et il n'y a rien de plus concret, rien de plus pragmatique, rien de plus libéraliste que d'être capable de te fixer ton propre salaire par rapport à ce que tu as apporté comme valeur et par rapport à ce que tu as envie de te verser plutôt que d'investir. Voilà. Donc voilà ce que c'est que pour moi l'entrepreneuriat. C'est très... Je vous donne plein de pistes différentes, mais en tout cas, je suis un entrepreneur assez convaincu. Alors moi, ça va être un peu plus simple de mon côté parce que d'abord, je suis plus jeune. J'ai quasiment... on a quasiment le même âge, non ? J'ai 23. Non, moi j'ai 26, donc t'es quasiment. En tout cas, je me rapproche davantage de vous qu'Honoré. Moi, j'ai pas fait d'études, j'ai entrepris à 17 ans, donc j'ai commencé directement dans le grand bain. Et pourquoi ? Parce que je me rappelle que j'avais cette volonté déjà jeune et au lycée. Ce qui m'a aidé, c'est le Covid, parce que pendant le Covid, on n'avait plus de cours, donc tout le monde se retrouvait face à son écran. Voilà. Et quand tu n'as plus de cours et que tu es face à ton écran, soit tu joues aux jeux vidéo, moi j'aime pas les jeux vidéo, soit tu fais du sport, j'en faisais un peu, soit tu trouves un moyen de t'occuper autrement. Et moi j'aimais bien, et ça le no-code l'a quand même vachement, nous a permis de pouvoir entraîner des projets comme ça. Soit tu crées des projets digitaux, et c'est ce que j'ai fait.
Et pour moi, et c'est comme ça que je le définirais, c'est la meilleure des manières d'enfreindre les règles légalement. Moi, j'ai toujours aimé enfreindre les règles, souvent à l'école, parce que j'étais bon élève, voilà, j'aimais plutôt l'école. En tout cas, je déteste pas l'école, à l'inverse de beaucoup de gens. J'aimais l'école, mais j'aimais pas tout le carcan, toutes les limites qu'on nous imposait. Et donc pour moi, entreprendre, c'était vraiment le moyen de me mettre mes propres limites, d'imposer, de délimiter mon propre terrain. Finalement, quand on entreprend, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limites. C'est pas parce qu'on a commencé par un projet dans l'éducation qu'on ne peut pas aller derrière dans l'immobilier ou dans le sport. D'ailleurs, beaucoup des entrepreneurs que vous connaissez, Xavier Niel et l'Archevêque, ça vous étonnerait de connaître les projets par lesquels ils ont commencé, puisqu'ils ont commencé par l'industrie du les deux. Donc c'est drôle de voir qu'on peut arriver à devenir milliardaire en ayant commencé par là et avec des projets beaucoup moins polémiques que l'industrie dont je viens de parler. Donc voilà, pour moi c'était une façon de créer mes propres règles, de délimiter mon propre terrain, et aussi de me permettre de m'illustrer sans un entourage qui me contraignait dans un chemin qui était celui qu'ils imaginaient pour moi, et des règles qu'ils avaient eux aussi imaginées pour moi. Voilà, c'était vraiment, je trouve, la dimension que j'ai cherché à trouver, que j'ai trouvée. Voilà, c'est un peu ça, ouais, pour moi. Et après, évidemment, c'est ce que tout le monde répondra, mais la liberté, parce qu'on est quand même libre. Je suis pas mal revenu sur cette notion de liberté, parce qu'il y a un an, j'avais fait une vidéo, j'avais dit que justement c'était l'inverse de la liberté. Puis j'ai quand même pas mal parlé avec des copains salariés, finalement, et c'est vrai qu'on est plutôt libre. Mais les bons n'exercent pas leur liberté comme ce qu'on imagine. C'est-à-dire que là, aucun de nous trois va aller faire un paddle vers 15h. Personne ne va à Dubaï la semaine prochaine pour passer une semaine. C'est pas notre vie en fait, c'est pas ce qu'on voit sur Instagram, c'est pas notre vie quoi. Et donc la liberté, on l'utilise pas tel que on peut l'imaginer de loin. Voilà, on maîtrise un emploi du temps quand même. En fait, on a des horaires hyper précises. Moi, tous les matins, je vais dans un bureau, j'en sors tard le soir. C'est assez classique comme mode de vie. Mais en revanche, c'est vrai que voilà, on est libre sur nos décisions. On est libre sur ce qu'on fait, on est libre sur nos choix, sur nos orientations, et ça, c'est quand même une liberté mentale qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, libre sous plein de formes, en revanche, dépendant des investisseurs, des salariés, des clients, du marché, de l'écosystème dans lequel on est, de la dynamique et du contexte national. Enfin voilà, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. J'avais dit que je poserais pas de questions, mais j'en ai quand même deux qui me brûlent les lèvres. Donc, il y a pas mal d'étudiants ici qui savent qu'ils veulent entreprendre, qui, de manière très concrète, défendent aussi ce projet dans le cas des étudiants en classe prépa ECG, dans le cadre d'entretien de personnalité, sans forcément avoir d'idée. Vous deux, donc évidemment particulièrement Jules, qui a un cas quasi exceptionnel, tu vois, de création d'entreprise si jeune, mais en réalité Honoré aussi, même si c'était après un Master 2, ça reste quand même en fait très jeune par rapport, comparé aux entrepreneurs. Ouais, la norme, c'est 40 ans. Ouais, c'est ça. La moyenne de créateurs de licornes, donc les entreprises que vous connaissez, Doctolib, c'est 39 ans au moment où ils ont créé la boîte, donc c'est quand même généralement assez tardif. Vous, quelle est votre vision là-dessus et qu'est-ce que vous conseillerez soit à des jeunes, mais même voilà, au moment où vous êtes lancé, ce qu'on peut entendre de syndrome de l'imposteur et autres, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Tu veux que je commence ? Alors pour moi, c'est vraiment le meilleur moment. C'est là maintenant ou dans 1 an, dans 2 ans, quand vous terminerez vos études. Peut-être, ce que je conseille, c'est quand même de terminer son cycle d'études. Quand je dis terminer vos études, c'est terminer la prépa, de fait. Non, terminer votre cycle après la prépa. Non, je préconise pas le fait d'arrêter les études. Hein. Voilà, si vraiment vous avez un projet là maintenant, que ça vous ronge et que vous y voyez un gros potentiel, oui, d'accord, hein, il faut arrêter, mais il ne faut pas arrêter pour rien. C'est comme tout. Il faut avoir une raison d'arrêter. Moi, je préconise vachement de commencer jeune, peut-être parce que je l'ai fait et que ça va pour moi, mais vous êtes quand même dans un moment, et vous serez dans un moment 2-3 entre maintenant et vos 30 ans, où il n'y a quasiment pas de pression sociale, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'être à un niveau d'emploi, d'avoir les moyens pour avoir une famille, d'avoir les moyens pour acheter un appartement demain. Enfin, voilà. On ne vous demande pas d'avoir plein d'acquis sociaux, vous êtes assez libre de tout ça. Et donc, c'est un moment dans lequel vous n'allez pas être trop soumis à la pression vis-à-vis de l'échec, vis-à-vis de la remise en question,
vis-à-vis de tout ce qu'en fait on fait, nous tous, tous les jours, et qui nous prend beaucoup de temps et qui nous demande et qui nous demande beaucoup de souplesse, voilà, avec nous-mêmes. C'est quand même dur de traverser des périodes dans lesquelles on peut ne pas verser d'argent, on peut être dans des situations de complexité qui nous demandent voilà, de pivoter, d'arrêter, de refaire, de licencier. Et si à côté de ça, vous avez des charges, des trop grosses charges, c'est quand même vachement contraignant. Hein. Donc moi, je préconise jeune parce qu'on n'a pas de pression, parce qu'on a la vie devant nous, hein, ce que diraient les plus âgés. Et donc, c'est un moment assez spécial pour ça. Peut-être dernière raison, lorsqu'on est jeune, on est très attractif pour les plus âgés. Donc, globalement, vous pouvez aller toquer à n'importe quelle porte et ils vous ouvriront. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mentors, personnellement, parce que j'ai commencé assez tôt. Et mes mentors ont un peu été mon école. Voilà. Et l'avantage de ma jeunesse a fait que n'importe qui me recevait pour un café, un déjeuner, histoire de discuter et d'avoir juste... d'entendre mon histoire, quoi. Donc ça a cet avantage-là. Quand on a 40 ans et qu'on va avoir quelqu'un de 40 ans, c'est une relation d'égal à égal, c'est plus difficile. Voilà. Alors que la relation mentor-mentoré, en plus en France, elle marche plutôt bien, contrairement à ce qu'on dit, parce que les gens sont assez sympathiques, hein, on peut les accrocher à n'importe quelle conférence, on peut aller voir n'importe qui après une intervention publique. Donc moi je conseille pas mal l'entrepreneuriat jeune. Ouais. Alors, moi je considère que vous êtes entrepreneur. Encore une fois, entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Vous entreprenez une prépa, vous êtes entrepreneur. C'est vrai, ça. C'est vrai. Il y a entrepreneur pour gagner sa vie. Ça, c'est encore une autre chose. D'accord ? Vous n'êtes pas dans une dynamique où là, vous voulez gagner votre vie. Mais pour autant, potentiellement, encore une fois, il y en a qui sont boursiers parmi vous, j'en sais rien. Et dans le cas où tu te retrouves boursier, tu es comme un entrepreneur qui investit, qui n'a pas de revenus, mais qui investit. Ok ? Donc encore une fois, vous êtes entrepreneur, boursier ou non, vous êtes là à perte pour l'instant parce que vous ne gagnez pas d'argent, mais encore une fois, vous entreprenez votre prépa. Et je vous souhaite de la réussir. Quoi qu'il arrive, après, derrière, ça vous donnera un actif, et vous êtes le meilleur actif pour votre boîte. Si on conçoit l'entrepreneuriat comme une boîte, encore une fois, je crois qu'il y a une école de sportifs parmi vous, il y a des grands entrepreneurs qui sont des grands sportifs qui ne gagnent pas non plus super bien leur vie, mais voilà, c'est une forme d'entrepreneuriat. Okay, donc là, on va se centrer plutôt sur l'entrepreneuriat pour gagner sa vie. Vous avez déjà commencé cette carrière-là, d'accord ? Vous êtes dans une dynamique où là, vous investissez en vous, parce que si vous faites une bonne école, potentiellement, vous vaudrez plus cher alors dans les 3 années qui sortent d'école. Voilà, potentiellement, il y a plus de gens qui vous feront confiance. À diplôme non égal, sur une même idée, forcément, quelqu'un va ramasser plus d'argent que l'autre. Quand je dis ramasser, c'est pour une levée de fonds, on lui fera plus confiance. Voilà, c'est le système qui veut ça, c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour en parler, mais c'est une réalité. Donc, vous avez déjà commencé votre entrepreneuriat. Okay ? Après, il y en a peut-être qui vont vouloir être salariés. Mais encore une fois, je considère vraiment ça. Un salarié, c'est peut-être un entrepreneur confiant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se dit, là, dans cette partie-là de ma vie, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez confiance en moi. Et ça sera un tremplin pour entreprendre à 40 ans. Et on l'a dit, c'est à partir de 40 ans que les entrepreneurs les plus successful se révèlent. Les mecs qui créent des licornes ont en moyenne, je crois, 50 ans. Voilà, vous pouvez regarder le film sur McDonald's, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est cette histoire-là, hein, d'un mec qui a éternellement galéré et qui a réussi à 50 ans, où il y a cette histoire qu'on aime bien entendre pour Instagram. Le mec qui a monté Instagram, en 1 an, il l'a vendu 1 milliard. En fait, on se trompe. Le mec, il avait 35 ans, il en était à son 12e réseau social en 12 ans. Voilà, c'est le 12e qui a réussi. Mais la vérité, c'est que son expérience entrepreneuriale, elle avait commencé bien avant. Cette boîte, en 1 an, elle s'est vendue. Mais lui, l'entrepreneur qu'il est, qui est le principal actif de cette boîte, ça fait 12 ans qu'il est là. Okay ? Donc, vous êtes entrepreneur. Ça, je tiens vraiment à le dire. Et quand vous allez dans le salariat, potentiellement, c'est une bonne décision pour vous. Peut-être pour un tremplin derrière d'entrepreneur ou pour gagner sa vie. Mais encore une fois, voilà, il y a des gens qui ont des enfants, qui ont une situation qui font qu'ils n'ont pas le choix que de gagner de l'argent, avoir des revenus récurrents fixes. Bon, très bien, faut être salarié, mais quitte à derrière pouvoir faire d'autres choses. Voilà. Je pense que ce qui différencie, et ça c'est super important, je vais dire le mindset d'entrepreneur de quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est la conscience. Okay ? Vous pouvez être salarié et être entrepreneur, vous pouvez être en prépa et être entrepreneur. Il faut que vous ayez conscience de pourquoi vous êtes en prépa. Et je pense que moi c'est un truc qui me manquait beaucoup, j'avais l'impression que j'étais en prépa parce que j'étais au lycée et qu'il fallait que j'aille en prépa. Je suis allé à HEC parce que du coup j'ai fait ma prépa, j'ai eu ça, donc faut aller à HEC. Okay ? Et ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, il y a un taux de dépression à HEC qui est colossal, comme Alix, de suicide même, parce que tu as des gens qui arrivent à 23 ans et où ils ne savent pas pourquoi ils sont là.
Ça, c'est grave. Il y a des gens qui sont salariés à 35 ans qui ne savent pas pourquoi ils sont salariés. Et si vous pensez qu'il y a un chemin de la vie qui est déterminé par une main invisible qui vous dirige, il y a un moment où vous aurez une crise de réalisation. Et vous direz, mais pourquoi est-ce que je suis là ? Okay ? Et donc, je pense que si vous voulez vivre l'entrepreneuriat à votre échelle maintenant, c'est vous interroger dans le sens de votre parcours. Et je ne vous dis pas de savoir où est-ce que vous voulez être à 40 ans. Je veux que vous vous interrogez sur pourquoi vous êtes là. Okay ? Je suis là en tant qu'entrepreneur. Tu vois, si je me remettais à votre place en prépa, je me dirais, je suis là parce que je sais que derrière avoir une bonne école, et des bons savoirs évidemment, mais avoir une bonne école me permettra d'être reconnu et d'avoir plus de confiance en moi pour assumer mes projets, me lancer, faire confiance à des gens autour de moi, et que ça sera un gage de réussite derrière. Voilà. Et que mon principal actif dans ma vie, c'est moi. D'accord ? Votre principal actif dans votre vie, c'est vous. Donc, gardez-le bien en conscience. Et je pense que vous êtes à un âge un peu de transition où on commence à sortir des jupes de papa-maman pour se dire, en fait, à un moment, là, je me rapproche du moment où je suis le maître de mon destin, le capitaine de ma destinée. Et du coup, c'est ce moment-là où vous comprenez que là, ce que vous faites, c'est pour vous. Et encore une fois, que vous sortiez, vraiment, je vais vous donner une réponse un peu peut-être bullshit, mais il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Juste au moment où vous avez conscience de ce pourquoi vous êtes là et que vous êtes en phase avec ce pourquoi vous êtes là, vous êtes au bon endroit. D'accord ? Et encore une fois, moi, je me sens entrepreneur dans l'âme, mais je retourne en prépa, je reste en prépa. Parce que j'avais besoin de cette confiance en moi. Et il y en a qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui, à 18 ans, mec, tu es super courageux là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé lancer ma boîte à 21 ans, tu vois. Parce que j'étais pas prêt. J'étais trop immature. J'étais dans les jupes de papa-maman. Je voulais faire la fête. Je voulais me péter le crâne. Enfin, tu vois, c'est des trucs idiots. Des trucs idiots de gamin de 21 ans qui a grandi. Et voilà. Et du coup, j'étais pas prêt. Et tant mieux que j'ai pas forcé mon destin là-dessus parce que j'étais pas prêt. Et inversement, mais au moment où je me suis senti prêt, je me suis senti prêt. Mais parce que j'avais travaillé un truc hyper important. J'avais travaillé cette conscience de putain, est-ce que là, partir en conseil, alors que ce qu'on demande sur la fiche de poste, c'est tous mes défauts et aucune de mes qualités, est-ce que c'est intelligent ? Et là, je me suis dit non. Franchement, non. J'ai confiance en moi, mais je peux me lancer maintenant. Et il y a un moment, je ne vais pas attendre en permanence de me dire, j'avais déjà fait la prépa en me disant, putain, allez, vas-y mec, à un moment, force-toi, tords-toi, parce que du coup, c'est le schéma que tout le monde veut, il faut que tu fasses une bonne école, t'es peut-être pas fait pour ça, mais vas-y, force-toi. Et derrière, tu seras plus libre. Et là, je commençais à me remettre dans ce truc-là, vas-y, force-toi à faire du conseil, et après, derrière, tu seras plus libre. Et là, j'ai un peu ce truc de conscience de me dire, non, ok, je me lance, je teste. Et je perds jamais. Okay, il y a une constante qui est très importante dans l'entrepreneuriat. Et pareil pour vous, il y en a beaucoup qui vont réussir parmi vous parce que vous avez des résultats incroyables dans la prépa. Il y en a qui vont rater, qui vont être déçus par rapport à leurs résultats. Encore une fois, rater, c'est très subjectif. Hein. Je vous souhaite d'échouer. Okay, mentalité d'entrepreneur. Je vous souhaite d'échouer. Et il y a une phrase qui est très connue en entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est plein de phrases connues comme ça qui sont super importantes. C'est si vous n'échouez pas, ça veut dire que vous n'avez jamais essayé. Et la meilleure manière de ne pas échouer, c'est de ne jamais essayer. Donc vous avez commencé à entreprendre parce que vous avez essayé une prépa. Potentiellement, il y en a qui vont rater. Okay, mais encore une fois, soyez fiers de vous parce que vous aurez. J'espère quand même. Mais soyez fiers de vous. Mais je pense que la meilleure manière de réussir, c'est d'accepter d'être capable d'échouer. Okay, la meilleure manière de réussir, c'est d'accepter d'être capable d'échouer. Si vous refusez le fait d'échouer, vous allez être stressé. Vous allez être l'ombre de vous-même. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes là. Okay, et vraiment, je vous dis, acceptez le fait d'échouer. Et moi, j'ai eu un moment de vérité, je me rappelle très bien, pendant mes concours sur l'écrit, où je me rappelle très bien, j'arrivais pas à tenir, on commençait par les maths, j'arrivais pas à tenir mon stylo tellement que j'étais stressé. J'arrivais pas à tenir mon stylo. Et là, je me suis vraiment posé, ça a duré 1 minute, mais par contre, ce mindset, il m'est resté pendant tout le concours. Je me suis dit, mec, rappelle-toi la chance que tu as d'être là. Ce moment-là, tu t'en rappelleras toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie, tu te diras, putain, on a bossé pendant 2 ans comme des ânes, peut-être 3 ans, on a bossé, et là, c'est le moment où j'en parlerai toute ma vie, devant un parterre de 80 étudiants. Putain, j'avais le stylo qui tremblait. Et parce que je savais que j'étais au croisement de ma vie et qu'il y avait un truc excitant qui allait se passer derrière, quoi qu'il arrive, parce que j'allais avancer. Donc voilà. Et ça m'a permis, ça m'a décoincé en me disant, plutôt que de me mettre dans un mindset de subir, je me suis mis dans un mindset de profiter. Profiter. Mais profiter, je vous jure, profiter. Et même là, quand on a des mauvaises nouvelles dans l'entrepreneuriat, la meilleure manière d'avancer, c'est de se dire, putain, les gars, on est en santé, on a la chance d'être là. Même quand c'est dur, les moments dont on se souvient le mieux, c'est les moments les plus durs. Vraiment, c'est les souvenirs qui marquent. C'est ceux où ça se passe mal. Le truc où vous allez écrire n'importe quoi sur votre copie. C'est le truc où tu te dis, putain, quand je pense que j'ai écrit ça. Okay,
Et donc vraiment, je veux vraiment que vous gardiez ça. N'ayez jamais peur d'échouer. Ne cherchez pas l'échec, mais n'ayez jamais peur d'échouer. Si vous échouez, c'est que vous avez essayé. Ok ? Et donc si vous essayez, c'est qu'un jour vous allez réussir. Voilà un peu ma réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, moi j'en ai plein, mais ouais. Alors, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit tout de suite. Là, tu me vous vois là? Ok, cool. Elle vient de me filer 60 ans, genre vraiment. Ok. Pensez que les moments difficiles sont des leçons à apprendre ou c'est juste des pertes de temps avec du recul? Bah, tu vois, je repars Attends, sur. je reprends juste Ouais. la question pour l'enregistrement. Est-ce que les moments difficiles sont des occasions de rebondir ou des pertes de temps? Bah, c'est idiot, mais on dit souvent que le moment où tu apprends le plus, c'est l'échec. Et vraiment, je suis droit dans mes bottes là-dessus. Pourquoi est-ce que le moment où tu apprends le plus, c'est l'échec? Parce que j'ai l'impression que le moment où on est le plus conscient, c'est quand on échoue. Quand on réussit, bah, y a des choses qui... on ne s'en rend pas compte. Par exemple, je sais pas, vous êtes en santé, bon, vous vous en rendez pas compte. Vous l'oubliez, genre. Vous l'oubliez au quotidien. Par contre, quand on perd la santé, on se dit, putain, fait chier ça. Bah, c'est un peu la même chose avec l'échec. C'est au moment où tu te foires, tu te dis, putain, merde. Et du coup, tu pars en mode conscience. Et du coup, tu veux progresser. Alors, ça, c'est le mindset, toujours vouloir progresser. Et donc, l'échec a de ça de génial, c'est que c'est une forme de conscientisation de putain, il se passe quelque chose. Alors que parfois, la réussite, bon, bah, j'ai eu 20, je regarde même pas ma copie, je passe à la suite, je suis fier de moi, je suis sûr de mes acquis. Donc, tu vois, c'est pour ça, encore une fois, tu peux apprendre d'une réussite, mais la vérité, c'est qu'on est fait en termes d'être humain pour beaucoup plus apprendre de nos échecs, parce qu'il y a une forme de conscience où, comme c'est grave, on réagit. Donc, évidemment qu'on apprend plus de nos échecs, mais la meilleure manière d'apprendre, encore une fois, hein, c'est de toujours vouloir faire mieux. Dans tes bonnes notes et dans tes mauvaises notes. Il y a toujours ces trucs-là avec Cristiano Ronaldo, des joueurs de foot, désolé de tomber là-dedans, mais faut toujours s'inspirer des sportifs de haut niveau pour comprendre comment ils fonctionnent. Là où pour vous, c'est une réussite parce que le mec, il fait 50 buts par saison, pour ceux qui s'en rendent compte, lui, il est là, c'est un échec. Je visais 60. Donc c'est un peu comme celui qui a 19 sur 20. Il y a tous ceux qui vont dire, bon, bah, il a 19, vas-y, il est trop fort. Et il y a le mec qui a 19, il se dit, pourquoi j'ai pas eu 20 ? Pourquoi j'ai pas eu 20 ? Voilà, donc encore une fois, toujours chercher à progresser. Toujours chercher à donner le meilleur de vous-même. Et évidemment, c'est plus facile de vouloir progresser quand on se foire, quand on échoue, que quand on a le sentiment de réussir. Voilà. Correct. 20 sur 20. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. À la fin, tu as évoqué un peu les problèmes et les contraintes par rapport aux clients. Alors, j'aimerais bien si vous pourriez partager une expérience, peut-être ou un moment difficile, où cette liberté elle a été perdue ou restreinte à cause d'un problème justement avec les clients, une situation de... Je reprends juste la question pareil. Ouais. Est-ce que tu peux évoquer un moment où tu avais perdu ta liberté à cause des clients? Non, c'est pas une liberté. Déjà, merci pour la question. Tu es d'où? Tu es espagnol, non? Ah, ok, bien. Déjà, c'est évidemment une bonne question parce que pour moi, j'ai considéré que je perdais une partie de ma liberté d'entreprise quand j'ai vraiment dû trouver un modèle économique qui allait et qui fonctionnait auprès de tous mes clients. Typiquement, mon modèle de base, c'était un réseau social de jeunes qui discutaient entre eux de problématiques scolaires et d'orientation. Et le jour où on a voulu gagner de l'argent, il a fallu ajouter à cette pierre des écoles qui, elles, souhaitaient recruter. Donc, quelque part, c'est évidemment, ça passe soi, j'allais devoir accepter que certaines écoles, dont je n'aime pas forcément les pratiques, la façon dont elles se présentent, ou qui ne sont pas forcément adaptées à l'écosystème de l'enseignement supérieur, selon moi, après ce n'est que mon avis, participent aussi à mon réseau si je voulais gagner de l'argent. Parce que quand vous lancez une plateforme comme celle-là, ou n'importe quel produit autour d'un marché, et que vous êtes jeune dans le sens votre produit est jeune, ne sont pas les meilleurs qui vont utiliser votre solution. Ils savent déjà, dans mon cas à moi, ils savent recruter mieux que les autres, ils n'ont pas de problème de notoriété, donc c'est pas vers vous qu'ils vont se tourner. Donc, ce sont souvent les plus mauvais qui se tournent vers vous au départ. Les plus mauvais ne veulent pas dire les plus jeunes. Exemple, une jeune prépa comme Wade, qui aujourd'hui est classée parmi les meilleurs, elle est jeune, mais elle s'est directement mise dans un positionnement d'excellence qui fait que sa notoriété et son succès. Mais on en a d'autres dans ce marché-là qui sont d'ailleurs
pas aussi jeunes que celles qu'on a citées là ou que d'autres, même d'ailleurs beaucoup plus vieilles, mais qui n'ont jamais évolué, qui ont toujours gardé la même identité, le même niveau professoral, le même campus, les mêmes infrastructures, et donc qui, selon moi, ne rentraient pas dans ce que j'acceptais et ce que je voulais mettre en avant comme style d'enseignement. Malheureusement, au début, on veut gagner de l'argent, on est obligé d'accepter tout type de clients. Donc on s'adapte, et c'est là pour moi qu'on a une perte de liberté. Il faut la retrouver ensuite. Typiquement, quand on a commencé à grandir, et qu'on a commencé à avoir 25, 30, 40 écoles, j'ai commencé à pouvoir faire des choix, à pouvoir dire non à certains, ce qui me crée un positionnement auprès de la prochaine. À savoir, aujourd'hui, on a intégré les SEC. Les SEC n'auraient jamais pu venir chez moi si j'avais 50% d'écoles de merde. Donc c'est important aussi par la suite, pour trouver un bon positionnement et finalement avoir plus de valeur que l'autre. Il faut savoir refuser pour gagner derrière. Moi je pense que ça c'est une bonne leçon à avoir. C'est voilà, parfois il faut savoir refuser le contrat qu'on vous propose qui est super alléchant. On le voit dans l'influence, je pense que ça parle à tout le monde parce que je vais pas aller dans des domaines trop compliqués, mais dans l'influence, exemple, on a vu que pendant 10 ans, un certain type d'influenceurs a cartonné. Tous ceux qui venaient du monde de la télé-réalité ont marché et mieux marché que tout le monde. Aujourd'hui, parce qu'ils ont travaillé avec tout le monde, parce qu'ils ne se sont pas créés de positionnement, parce qu'ils n'ont pas d'identité sur ce marché de l'influence, ils n'ont plus de marque avec qui ils collaborent. Et donc, ils ont sombré dans l'invisibilité, et ils n'ont plus de contrat. Alors que tous ceux qui ont refusé pendant un temps de travailler avec certaines marques, eux ont travaillé une image qui aujourd'hui vaut de l'argent, beaucoup plus. Pour autant, la communauté est peut-être plus faible, mais le positionnement est plus fort. Donc la valeur, elle est captée par le partenaire. Donc voilà, il faut souvent, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois dans ce cas-là. Tu veux interagir ? Moi, je vais pas te donner un exemple parce que ton exemple était trop cool. Peut-être rebondir sur une question sur ça par rapport à la liberté. J'ai l'impression que c'était vraiment une vraie question. C'est très dur le concept de liberté. Parmi vous, qui est libre ? Vous êtes 3 à être libre seulement ? Tout le reste, vous n'êtes pas libre ? T'es libre ? Ok. Est-ce que plutôt l'inverse ? Qui ne se sent pas libre ? C'est Venezuela en fait. Ah d'accord, il n'y a que des timides. Tu te sens pas libre. Pourquoi tu te sens pas libre ? Faut gueuler là, t'es loin. Tu peux pas faire. Pourquoi tu peux pas faire tout ce que tu veux ? Ok, faire. Et c'est quoi ce que tu veux ? Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Non, pas précisément. Ouais, ok. Est-ce qu'il y en a qui se sentent pas libres parce qu'ils sont en prépa ? Pourquoi tu te sens pas libre parce que tu es en prépa ? C'est beaucoup de temps, donc logiquement, je vais avoir envie de faire du padel. Ouais. Mais là, tu peux faire du padel tout de suite ? Maintenant, bah non, de fait, je préfère être avec vous, mais... Mais non, mais c'est super important ce que tu dis. Je préfère. En fait, mec, la vraie liberté, c'est d'être capable de comprendre ce à quoi tu renonces. C'est d'être capable de comprendre ce à quoi tu renonces. Donc, en tant qu'entrepreneur, je suis extrêmement libre, mais je renonce à énormément de choses. Par exemple, je pourrais aller déjeuner, je pourrais aller jouer au paddle, je pourrais aller me faire kiffer, je pourrais sortir, je pourrais aller faire du sport. Est-ce que si demain je suis plus entrepreneur, j'ai 1000 trucs à faire ? J'ai 1 million de trucs à faire. 1 million, avec les mêmes moyens, les mêmes ressources. Mais pourquoi est-ce que je le fais ? Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc en fait, c'est ça qui est assez important. Ma liberté, c'est de pouvoir suivre mon envie. Mon envie, c'est d'entreprendre pour plein de raisons, pour avoir plus de ressources, pour être capable de fournir, pour être capable d'avoir de l'impact. Et donc, parce que je fais ce choix-là, je renonce à certaines autres choses. Et l'erreur, encore une fois, je parle de conscience, mais c'est hyper important, vous êtes entrepreneur, il faut avoir conscience de ce à quoi tu renonces. Sinon, tu es juste un enfant qui te dit « Ah, j'aimerais bien aller jouer au paddle ». Mais en vrai, tu n'aimerais pas aller jouer au paddle. En vrai, tu n'aimerais pas jouer. Vraiment, tu n'aimerais pas. Tu aimerais, mais du coup, tu sais que ça... Non, tu n'aimerais pas. Ok ? Tu le fais pour demain pouvoir jouer au paddle, potentiellement. Ok ? Mais encore une fois, avec la conscience de ce pourquoi tu es là. Et inversement, il y a des gens qui, du coup, se butent en se disant « Mais en vrai, j'ai pas envie de gagner ma vie de manière... j'ai pas envie d'être super ambitieux, j'ai pas envie de machin. » Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu fais là aussi ? Pareil, encore une fois, c'est une question de conscience. Donc, je te réponds à ta question. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis d'une liberté incroyable. Et pour autant, c'est horrible comme je suis en prison. Je suis en fait quelqu'un de libre en prison. Tu sais, il y a cette phrase qui est connue, je crois que c'est Sartre, qui disait « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». En gros, t'es
tu dois être pleinement conscient de ce pourquoi tu es là. Et donc cette cellule, c'est la tienne. Mais tu as choisi pourquoi tu étais là. Et la porte, elle est ouverte. Tu peux te barrer quand tu veux. Mais tu restes dedans. Ok ? Et donc l'entrepreneuriat, c'est affreux. En termes de travail, c'est comme la prépa. Mais par contre, je suis conscient et je sais pourquoi je suis là. Et je le fais en toute liberté. Pareil, je répète la question. Pourquoi s'installer, mais c'est une question pour les deux d'ailleurs, hein. Pourquoi s'installer en France et pas dans un autre pays compte tenu de la fiscalité et de tout ce qu'on connaît comme normes et carcans français? Alors, c'est drôle parce que je pense qu'on va pas avoir le même avis. Donc, c'est sympa pour eux. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu m'as dit sur ton post LinkedIn. C'est une excellente question et en même temps, c'est compliqué comme question. Parce qu'encore une fois, là, on a 31 ans. J'ai 31 ans, t'en as 21. Je pense que 23, pardon. Tu changes aussi d'avis à mesure que ton capital change, etc. Mais en fait, c'est un no-brainer. En tout cas, ça a été un no-brainer pour moi quand je suis sorti d'école. Mais ça l'est pour d'autres qui sont de où est-ce que tu crées ta boîte. En France, en vrai, on a un écosystème extrêmement riche. Extrêmement riche. On a des gens brillants. Extrêmement brillants. On est... mine de rien, alors on est un peuple qui adore se saccager et se flageller, mais on a plein d'actifs pour faire des choses incroyables. Et je vais te dire un truc, je me suis même pas posé cette question-là. Et donc j'ai découvert, plutôt que de me parler de normes dont d'autres me parlaient, je l'ai découvert par moi-même. Tu vois, par exemple, le droit du travail, tu n'as jamais travaillé, pourtant tu dois savoir que le droit du travail, soi-disant en France, c'est un enfer. En vrai, le droit du travail en France, il est très bien fait. Moi, je suis entrepreneur, j'ai une vingtaine de gars, je vous dis, il est très bien fait. Et il est fair. Il y a des moments où on est capable, en tant qu'entrepreneur, de prendre des mauvaises décisions et de pouvoir vouloir se délester de quelqu'un. Encore heureux que tu ne peux pas le faire comme ça, comme aux US, parce qu'en fait, 2 semaines après, tu te dis, putain, heureusement que j'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche, parce qu'en vrai, j'en avais besoin de ce gars. Donc, si tu veux, ça te permet d'éviter de faire des conneries. Et inversement, il est protecteur, mais il n'est pas non plus débile. Tu peux quand même virer des gens si quelqu'un fait une bêtise, etc. Ça te pousse à prendre des bonnes décisions de recrutement aussi, parce que si tu peux virer vite, tu recrutes vite aussi, mais du coup, tu recrutes mal. Donc, tu vois, le droit du travail, c'est une illusion. Moi, je considère qu'il est assez bien fait en France. Évidemment, c'est comme tout, il y a des limites, mais de ce que j'en ai vécu, il est très bien. La fiscalité, bah, tu vois, j'ai la chance de ne pas avoir d'argent, donc tu vois, j'ai la chance de ne pas connaître ces problèmes-là. À titre perso, moi, je ne suis pas impacté par la taxe Zuckman. Je me le souhaite. Mais du coup, tu vois, à chacun aussi de balayer devant sa porte. Moi, à mon état actuel de développement, génial d'être en France, que des actifs, très peu de passifs, des aides de malades. La grosse limite que je vois, il y a une seule limite, c'est un mindset très français, une langue très française, un marché européen qui n'existe pas, et donc une logique de se dire, c'est dommage de ne pas être aux US, parce que quand tu es aux US, si tu crées une boîte pour les US, tu crées une boîte pour le monde. Quand tu es en France, tu crées une boîte pour la France. Typiquement, Simon qui crée une prépa, tu n'as pas de prépa dans le reste du monde. Tu es en France, tu crées un système pour la France. Voilà. Donc tu es toujours pallié par ta limite. Moi, j'ai créé une app sur l'expression française. Voilà. Il y a 220 millions de locuteurs français dans le monde, mais le vrai marché, il est en France. Bon, bah voilà. Par contre, maintenant que tu vois, que je recentre notamment sur la partie IA, bon, bah, du coup, il y a un marché qui est mondial, ça tient qu'à moi. Et je ne vais pas me plaindre bêtement en disant « Ah non, mais c'est chiant, en France, on pense français. » Mais en fait, à moi de me cultiver en mode US, à moi de parler sur des réseaux américains, à moi de faire ça, tu vois. Et il y a des bêtes de boîtes et des bêtes de succès qui se créent en France à l'international. Donc, voilà, encore une fois, je balaye devant ma porte, moi, à mon état actuel des choses. Ça a été un no-brainer. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais voilà. En fait, on n'est pas totalement en désaccord, mais je vais être un peu moins gentil que toi. Moi, j'ai commencé en me posant aucune question à ce sujet-là. Voilà, c'était logique. De toute façon, franchement, j'étais tellement jeune que je ne me serais pas posé la question de déménager. En plus de, il y a quand même 2 contraintes majeures à ce démarrage. Donc, je suis resté là où j'étais et je l'ai créé en France. Et évidemment, quand on ne gagne pas d'argent, quand on ne se développe pas, je parle dans mon cas à moi, on ne se rend pas compte de tous les freins que le pays et le carcan dans lequel on est nous impose. Donc j'ai commencé à faire ma petite route au départ et ça ne m'a pas posé de problème. Et ça, il faut le préciser. Pour commencer, je n'ai pas trouvé que la France était un pays dans lequel il m'était impossible de commencer mon aventure où j'avais rencontré beaucoup de difficultés. C'est faux. En revanche, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres pays, quand on rencontre, moi j'ai beaucoup de mentors, des mentors notamment très riches, donc j'ai pu avoir leur retour d'expérience sur la fiscalité, la façon dont ils investissaient, leur argent gagné, et j'ai compris en fait la frustration de tous ces gens-là et la raison pour laquelle ils s'en allaient. Il faut savoir que
2025, c'est l'année dans laquelle on comptabilise le plus de départs, de millionnaires en France, donc c'est hyper inquiétant. L'écosystème français et l'écosystème... alors on parle souvent de start-up, en fait l'entrepreneuriat, les start-up c'est une toute petite part. Les entrepreneurs sont le boulanger du coin, la boulangerie, ici la prépa. Nous on a des boîtes tech, mais ça ne reflète pas l'écosystème de l'entrepreneuriat français. Il y a vraiment majorité de boîtes qui sont dans des métiers plus classiques et qui marchent d'ailleurs souvent mieux que les nôtres, puisque nous on doit éduquer un marché là où le marché est souvent beaucoup plus éduqué dans d'autres domaines. Donc on a un super écosystème, mais malheureusement il s'appauvrit. Moi je le vois, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs du coup, ayant commencé tôt, et j'ai là, je dirais 30% qui s'est barré en l'espace de 1 an et demi. Donc ça peut être, tu parlais de Dubaï, ça peut être Dubaï, ça peut être la Suisse, c'est plus classique, ça peut être aussi l'Espagne. Quand même, on a des gens en France qui s'en vont dans le pays le plus socialiste qui soit quand même, mais qui a quand même une retraite à 67 ans d'ailleurs, c'est quand même drôle. Mais enfin bref, il y a un sujet quand même on ne sait pas garder nos talents, on ne sait déjà pas garder, je parlais samedi, moi j'aime bien prendre des exemples concrets de ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je prends un peu nos sujets à la légère, mais comme on est dans une discussion entre nous et qu'on a quasiment le même âge, c'est sympathique. Je faisais un cadeau à un ami samedi dans une boutique avenue Montaigne, et je discute avec la personne qui me vend le cadeau. Je lui dis mais voilà, vous avez fait quelle étude pour finalement me vendre cette belle paire de chaussures? Et elle me dit moi j'ai fait des études de biologie, un master de biologie. Je dis mais c'est dingue, mais vous êtes passionné par la mode ou comment on en vient à vendre? Non mais c'est vrai qu'on peut ricaner comme ça bêtement, mais t'as raison. Mais moi aussi au début je me suis dit putain, pourquoi arriver chez Margiela comme ça? Et donc la dame me dit non mais en fait j'ai commencé, donc je suis devenue chercheuse au CNRS, et j'ai regardé les grilles de salaire et j'ai vu qu'en fait dans 25 ans je gagnerais sensiblement le même salaire que le salaire d'un vendeur chez Margiela. Et moi j'ai une famille au Vietnam, vietnamienne. J'ai une famille au Vietnam, voilà, je dois entretenir plein de gens autour de moi, et donc je ne peux pas me permettre de gagner aussi peu d'argent. Et je lui dis d'accord, mais c'est quoi la fin de votre réflexion? Vous allez partir de France? Il me dit oui, évidemment, je vais partir de France parce que je serai beaucoup mieux payé ailleurs, notamment par les US, notamment aux US. Voilà, ça c'est symbolique, mais ça reflète ce qu'on vit nous dans l'entrepreneuriat, parce que installer une société ailleurs, tu es beaucoup moins imposé, tu es beaucoup moins contrôlé sur ce que tu fais de ton argent. Nous aujourd'hui, et que ce soit nous avec des budgets qui sont les nôtres, qui sont quand même assez faibles, où je parlais avant-hier avec un de mes investisseurs qui a possiblement autour de 200 ou 250 millions d'euros sur un compte en banque, et qui me disait c'est dingue, ma comptable est venue me voir pour que je donne mon ticket de caisse de mes 9 euros dépensés chez Joanne de Juice pour un jus, pour montrer que, bref, qu'on soit richissime ou à notre niveau à nous, on doit tout justifier ce qu'on fait avec notre argent. Parce que l'argent de la société, c'est notre argent, c'est pas l'argent public, c'est pas de l'argent qu'on est allé voler, c'est l'argent qu'on a gagné grâce à des clients privés aussi. Et tout ça, nous, on nous l'a instruit comme étant normal. Mais moi, j'ai peut-être la naïveté ou trop de rebelle en moi qui veut remettre en question ce modèle-là. Il faut se rendre compte, moi, j'ai commencé super tôt. J'ai payé des impôts à 19 ans, j'ai pas eu d'aide particulière, ni de la part de l'État, ni de la part de l'Union européenne, ni de la part de qui que ce soit. J'ai reçu une subvention BPI, une bourse French Tech, voilà, de 30 000 euros. Après un prêt sur un montant que j'avais levé en equity, donc la BPI peut vous attribuer, peut vous donner de l'argent si vous levez de l'argent, mais rien d'autre en fait. Donc cet argent-là, je le rembourse en bon citoyen et bon entrepreneur, mais le reste, je considère que c'est anormal. Voilà, moi, je ne considère pas ça normal qu'on doive prendre des pincettes au licenciement. J'ai licencié une personne en août. Il a fallu... parce qu'en fait, donc en France, quand vous décidez de vous séparer de quelqu'un, il faut lui annoncer, mais en fait, il faut la convoquer. Donc il faut lui envoyer un mail. On ne peut pas aller la voir comme ça et lui dire en fait, mon travail est mauvais, je te l'ai dit 40 fois en point de mi-parcours, donc en fait, tu vas juste partir de cette société. Non, il faut lui envoyer un mail, la convoquer, ça s'appelle un entretien préalable, et puis à la suite de ça, il faut la reconvoquer pour un autre entretien, et puis là, il faut se mettre d'accord, est-ce que tu es d'accord avec ces conditions-là? Enfin, tout est quand même organisé pour faciliter la vie du salarié. Moi, je ne dis pas que c'est mal, mais en tout cas, pour moi, qui suis l'employeur, c'est contraignant, parce qu'on n'a pas que ces sujets-là à gérer, et on aimerait pouvoir garder tout le monde, si les gens étaient tous investis et bons, on aimerait tous pouvoir les garder, je vous garantis, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc tout un tas de normes, tout un tas de règles, tout un tas de contraintes
Et moi, j'ai aussi du mal à l'interpréter. Et voilà, je considère qu'il faut juste libérer l'entreprise, il faut juste libérer la création, il faut juste permettre à des jeunes qui veulent créer une marque de fringues, un réseau social, une boulangerie, de ne pas se poser 3000 questions. Je veux dire, par exemple, si vous créez votre boîte, vous allez probablement payer une personne avant vous. D'accord ? Vous allez probablement payer un salaire avant le vôtre. C'est normal, parce que vous n'allez pas considérer que c'est important de vous verser un salaire avant la première personne qui, selon vous, aura un rôle plus important, mais en tout cas, sa présence sera valorisée chez vous, et donc vous n'allez pas pouvoir vous payer. Comment on fait quand on crée une boîte, qu'on a plus de 30 ans, moi personnellement, mes parents ne m'ont pas aidé, comment on fait quand on n'est pas aidé pour créer une boîte et qu'on n'a pas d'argent ? Je veux dire, en fait, on utilise l'argent de la société. Donc, en fait, on va se payer son déjeuner, en fait, on va se payer le crédit de sa voiture. Si vous habitez, moi, j'habite pas à Paris, on va se payer, je sais pas, son transport. Et je sais pas comment vous expliquer, mais tout ça, on doit le justifier à l'euro près. C'est-à-dire que autant le déjeuner, Monoprix, pourquoi vous avez fait cette dépense de 35 €? Je peux aller chez Monoprix pour ma société pour acheter des Kinder Bueno et des bouteilles d'eau, parce que j'ai un média, je reçois des gens tous les jours, des ministres, des influenceurs, comme m'acheter pour mon équipe une bouteille d'eau, comme peut-être, en fait, je me suis acheté un steak haché. Okay. Déjà, premièrement, sachez que les frais de représentation sont interdits en France. Donc nous, là, on est en conférence, hein, on est devant vous, on peut en faire d'autres, devant d'autres gens, on peut même en faire devant des institutions qui sont publiques. Je n'ai pas le droit de venir avec une affaire que j'ai achetée avec l'argent de la société. Nous, on l'a intégré, c'est normal, oui, mais en même temps, c'est l'argent de la société, vous considérez que, machin, d'accord, très bien, mais je fais comment, du coup? Si j'ai pas d'argent personnel, je viens à poil? C'est la question, moi, je poserais ça à mon inspecteur fiscal, je dirais, je fais comment, du coup, je viens nu devant vous? Non, mais je sais pas. On peut faire des cadeaux à des clients, vous voyez, ça se fait. Par exemple, nous, on n'a pas des... Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas des affaires où j'ai des grands comptes. Donc, j'ai pas des clients qui me donnent 40, 50, 100 000, 200 000 par an. Mais dans le cas de certaines boîtes, dans le conseil, ou dans le cas, je sais pas, d'un hôtelier qui voudrait séduire un prestataire, souvent, il est commun de se faire des cadeaux. Vous voyez, c'est un signe d'éducation aussi de faire un cadeau à un client. On peut faire un cadeau à 200 €. Ça, c'est interdit aussi. C'est interdit sous la limite de 100 €. Donc, on ne peut pas acheter une montre, un costume. Je veux dire, tout ça, c'est quand même vachement limitant. Et je reviens des US, c'est pour ça que je suis un peu énervé sur ce sujet-là et que je prends un peu la parole. Mais je reviens des US où j'étais 2 semaines et moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Je suis allé plein de fois, j'ai pas du tout ce machin-là où je reviens. En fait, les US, c'est beaucoup mieux, on est ailleurs, la mentalité est différente, on est des losers. Non, pas du tout. On est d'ailleurs bien meilleur en France. Honnêtement, on a des meilleurs cerveaux, on est très créatifs, ce que ne sont pas du tout les Américains. On a plein de qualités. Okay. Le problème, c'est qu'une fois qu'on revient de là-bas, et qu'on a tous ces idées, et qu'on a réalisé notre plus-value, on est compressé par un système qui, en fait, nous étouffe. Voilà. La TVA, ça pourrait être un sujet. Par exemple, la TVA, vous voyez, nous, on paye de la TVA quand on la réclame à l'État, il met des mois à nous rembourser. Ça crée des décalages de trésorerie. Si vous lui dites demain, j'ai absolument besoin que tu me rembourses la TVA parce que le mois prochain, j'ai 40 000 qui partent en frais fixes, je ne peux pas les payer, il ne vous paiera pas. En fait, il va à son rythme. En revanche, si vous ratez un prélèvement, si vous ratez une déclaration, voilà, vous êtes sûr de prendre un prélèvement derrière qui sera automatique et il ne se rateront pas là-dessus. Donc voilà, c'est une situation qui est pour moi dommage, pas souhaitable. Pour la première fois de ma vie, j'ai écrit donc, ce week-end dessus et j'ai évoqué l'idée de partir si ça ne changeait pas. Je me donne 5 ans, gros, 5 ans, pour voir si ça change, pour voir si certains peuvent essayer de changer un peu les mentalités et de faire évoluer ce système-là. Sinon, on se retrouvera peut-être dans d'autres pays. Malheureusement, on n'aura pas l'art de vivre que nous donne Paris et plus largement les villes qu'on a en France, mais malheureusement, on n'aura pas le choix. Voilà. De quoi avez-vous peur? Vaste question. C'est une très bonne question tout en étant... j'ai peur de beaucoup de choses, mais j'ai peur de beaucoup de choses existentielles. Est-ce que j'ai peur de choses pour ma boîte? Non. En étant honnête, non.
De la même manière que, est-ce que vous avez raison d'avoir peur en prépa? Je ne sais pas si la peur, c'est un bon sentiment. En tout cas, c'est un sentiment sur lequel il faut toujours s'interroger. Il y a la peur de mourir, mais même celle-là, tu dois t'interroger dessus, tu vas mourir, donc si tu veux, à quoi bon en avoir peur? Je pense qu'il faut l'accepter. Pareil, toujours une dynamique de conscience. C'est pas parce que tu sais que pour autant tu as envie de le vivre, mais voilà. Et je pense que non, dans ton quotidien, si j'avais un conseil à te donner là-dessus, c'est quand tu as un sentiment de peur, arrête-toi dessus, interroge-toi un maximum et tente de le résoudre un maximum. Encore une fois, tu as des peurs. Moi, j'étais claustrophobe, donc j'avais peur de monter dans les ascenseurs, j'avais peur de monter dans les avions. Moi, je prends beaucoup l'avion, donc c'était pénible. Du coup, tu te poses dessus, tu essaies de comprendre, ça vient d'où? C'est une phobie, mais une phobie, c'est quoi? Tu t'interroges sur ça. Mais je pense que du coup, le sentiment de peur, c'est jamais un sentiment à accepter. C'est quelque chose qu'il faut toujours arriver à dompter, arriver à comprendre, à décortiquer, à t'interroger pour voilà. Donc, si tu veux, est-ce que j'ai peur qu'un client demain churn? Non. Je vais tout faire pour que non, et si ça arrive, je ferai tout pour que ça aille mieux. Churn, c'est qu'un client s'en aille. Voilà. Donc je pense que voilà, comme ça, et pourtant je suis pas du tout quelqu'un de courageux, vraiment pas du tout. Mais je pense qu'il y a rien comme ça qui vient où je te dirais, d'un point de vue entrepreneuriat, ça me fait peur. J'ai hâte, je suis excité, je suis trop content d'être là. Je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon. On a de la chance d'évoluer. Tu vois, et après, c'est comme tout. Tu vois. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui remet en cause les règles. Très souvent, en tout cas, les entrepreneurs successful, c'est des gens qui, vous connaissez cette phrase, think out of the box. Mais en même temps, tu peux pas complètement think out of the box tout le temps. Sinon, en fait, du coup, tu es un marginal. Tu fais rien. Donc, tu vois, par rapport à l'État, pour revenir à ça, est-ce que j'ai peur de la situation de la France? Non, je l'accepte. Est-ce que c'est bien de l'accepter? Non, sûrement pas. Mais tu vois, à mon échelle, là, actuellement, je l'accepte. Donc, les règles du jeu, de devoir noter tes factures, de ne pas faire des cadeaux à tes clients, j'ai accepté ces règles-là. Je ne me bats pas contre. Je considère que c'est un trop gros train dans lequel j'ai une trop petite place pour me battre contre. Parfois, par contre, c'est un problème de ne pas le conscientiser, parce que tu as raison. Peut-être que si, du coup, je m'interrogeais plus dessus, je me rendrais compte qu'il faut que je parte. Et parce que je partirais, du coup, je serais plus successful. Donc voilà, est-ce que j'ai assez de remise en cause par rapport à ça? Je ne sais pas. Moi, ma mentalité, c'est d'essayer de faire le mieux avec ce que j'ai, de remettre en cause quand je sens qu'il faut que je remette en cause, et de ne pas remettre en cause quand je sens que ça ne vaut pas le coup. Et tu vois, par rapport à l'État, je pense qu'il y a un gros truc, il y a un gros danger très français aussi. Et c'est pour ça que ça fait du bien de quitter la France aussi à certains moments, pour mieux en revenir. Moi, je reviens du Sri Lanka, très beau pays, je vous le souhaite. Mais quand tu va au Sri Lanka, tu es content de rentrer en France. Voilà, donc il y a plein de pays comme ça. Ma sœur vient en Côte d'Ivoire, j'adore la Côte d'Ivoire, mais quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis très content de rentrer en France. Donc il y a plein de choses là-dessus. Voilà. Même quand je vais aux US, à certains égards, tu vois, mais des trucs débiles mais importants. Je gagne ma vie pour bien vivre. Tu vis mieux en France qu'aux US. Tu as un cadre de malade entre le ski, la mer, c'est des choses bêtes, mais c'est pas pour rien que, tu vois, ces chiffres sur les millionnaires, milliardaires, vous entendez rarement qu'ils vont s'installer à Dubaï. Ceux qui vont s'installer à Dubaï, très souvent, c'est ceux qui sont des wannabes et des débuts de bi. Mais la vérité, c'est que Bernard Arnault, la baraque, elle est à Saint-Trope. Parce que c'est cool, Saint-Tropez, c'est tout. Parce que sa famille est là. Parce que voilà, donc en fait, regardez quand même ceux qui se barrent et ceux qui ont les moyens de rester. Et même ceux qui s'en vont, ils s'arrangent pour maximiser les 6 mois en France. Voilà, donc c'est vrai. donc il y a toujours ce truc-là de comprendre voilà, ce pourquoi vous le faites et vous sentir bien dans vos baskets. Voilà. Oui, en fait, je suis assez en phase avec ce que tu dis, Honoré. Franchement, je te trouve assez brillant. Non, c'est vrai, mais je trouve que c'est très bien construit. Moi, j'ai 2 éléments qui facilitent pas ça. J'ai ma rage dedans et je suis vachement fatigué, mais je t'écoute avec... je pourrais juste ne pas parler, en fait. J'aurais dû me mettre dans l'auditoire. En fait, c'est un attribut que tu vas retrouver chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est quand même la confiance. Sinon, sans confiance, tu ne peux pas faire. Donc, que ce soit la confiance en ton projet qui va te permettre d'exécuter sur son projet, la confiance en ta capacité de faire, qui est hyper importante. On fait tous plein de métiers dans nos métiers. Exemple, moi j'ai commencé en créant une app. Aujourd'hui, j'organise des salons qui sont les événements. C'est très différent. Il faut se faire confiance pour se dire qu'en fait, on est capable de le faire. Vous voyez ? Donc ça, c'est un attribut que tu vas retrouver chez tous ceux que tu vas rencontrer qui entreprennent. Chez Simon aussi, notre voisin de gauche, qui ne parle pas beaucoup, mais qui est l'un des plus brillants aussi qu'on connaît dans cet écosystème-là.
c'est la confiance en fait. Donc souvent, il n'y a pas trop de peur. Et peur de quoi ? Pour le coup, après ma petite tirade gentille sur l'État, moi j'ai pas non plus peur de l'État, parce qu'à la fin des fins, je pense et j'espère qu'on a un État intelligent qui souhaite quand même la réussite de ses administrés. J'ai pas peur de mes clients, parce que je sais que si demain j'ai un client qui churn, pour reprendre l'expression d'Honoré, donc churn c'est évidemment qui quitte ma solution, qui décide de s'en séparer, c'est que c'est moi le fautif. Donc nous on a une réflexion très rationnelle sur ce qui nous arrive souvent. Ok, il s'est passé ça, pourquoi ? Voilà. Celui qui a peur, c'est celui qui a peur que ça recommence. Si tu as peur que ça recommence, c'est que tu ne te remets pas en question. Tu ne te remets pas en question, c'est que tu n'as pas envie que ça change. Donc, je pense qu'on est fait d'un bois qui, quand même, et qui nous rend plutôt humbles, du coup. Je ne sais pas si ça se voit, j'espère quand même. Mais c'est qu'on est constamment dans une remise en question. En revanche, ce qui ne fait pas qu'on n'est pas sûr de nous. Hein. En tout cas, moi, je suis assez sûr de ce que je fais, je suis assez sûr de moi, il n'y a aucun sujet. Mais je remets en question tout ce que je fais en permanence. Et j'ai écouté un podcast récemment qui s'appelle « À poil et sans filet ». Et dans ce podcast-là, le podcasteur, j'en ai écouté un, le dernier qui est intéressant si vous voulez regarder. Et dans ce podcast-là, l'animateur, il demande à l'invité à quel moment et dans quoi, et dans quelle situation te sens-tu à poil et sans filet ? Et la personne répond tout le lundi matin. Et je dois dire que je me suis assez bien reconnu avec sa réponse, parce que le lundi matin, moi, quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'être au bureau à 8h, hyper tôt, pour me prendre 1 ou 2 heures et pour regarder si tout ce qu'on a fait la semaine d'avant, ça s'est bien passé, si tout ce que j'ai prévu de faire cette semaine, ça peut bien se passer. Voilà. Je me sens un peu à poil et sans filet parce que je n'ai pas reconsidéré tout ce que je devais faire cette semaine, tout ce que j'avais fait. Et je n'ai pas remis en question tout ce que je prévoyais de faire et ce qui est encore réalisable. Et on a besoin, moi j'ai besoin de cette réassurance. En revanche, ce qui fait que quelques heures après, j'ai plus peur de rien. Mais j'ai cette peur, en revanche, souvent en me réveillant. Putain, il fallait que je renvoie ce truc-là, ce projet, il fallait que je le finisse. Voilà, ça, t'as la peur du projet sur le très très court terme, du livrable, du bien faire. Mais on n'a pas une peur, je pense, qui est résiduelle. Et si je peux compléter juste là-dessus, tu vois, il y a une question d'échelle aussi. Souvent, quand on a peur, c'est la peur, souvent, c'est ce qu'on dit souvent sur les xénophobes, etc. Tu as peur de quelque chose que tu maîtrises pas, ou d'une échelle qui est trop grande pour toi. Par exemple, moi j'avais peur de ne pas faire d'études, de ne pas faire de bonnes études. Et donc évidemment, tu es tétanisé par ça. Mais en fait, si tu arrêtes de regarder ce grand truc et que tu te focalises sur la petite marche, bah, tout de suite, du coup, ça permet de casser ta peur. Tu vois ? Donc plutôt que d'avoir peur de ne pas réussir ton concours, en fait, focalise-toi sur là, qu'est-ce que je fais pour être efficace ce soir ? Qu'est-ce que je fais pour être efficace dans ma première heure de colle ? Qu'est-ce que je fais pour être... Tu vois, c'est idiot, mais c'est pareil pour ton concours. Qu'est-ce que je réponds à cette question ? Plutôt que de répondre à réussir mon concours. Non, c'est qu'est-ce que je réponds à cette question ? Et tu sais, il y a ces trucs pareil, très connus dans le sport. Nous, quand on regarde, je sais pas si le tennis, je trouve particulièrement, c'est un sport qui est super intense là-dessus. Tu vois les mecs, tu te dis, mais moi j'ai l'impression de plus suer que Nadal, même s'il sue beaucoup, d'avoir peur pour lui, de dire, mais comment il fait à ce moment-là, pour faire ce point ? Comment il fait à ce moment-là ? Mais en fait, c'est qu'il ne le conçoit pas comme moi. Lui, c'est balle par balle. Balle par balle. Et je crois que c'est ce truc qui est connu de Federer, où il dit qu'il a perdu plus de balles dans sa vie qu'il en a gagné. Mais pourtant, il a gagné 90% de ses matchs. Et donc, c'est intéressant parce que tu vois que la dimension d'échec, c'est les petits échecs. Et donc, là, typiquement, moi, j'ai raté beaucoup plus d'examens à l'école que j'en ai réussi. Et pourtant, j'ai fait HEC. Et donc, si tu viens me voir là tout de suite, tu vas te tromper sur moi. Tu vas dire, putain, c'était un bon élève. J'étais un super mauvais élève. Genre vraiment, super mauvais élève. Super mauvais. J'étais recalé à l'essai avec le SCP. Super mauvais élève. Vraiment. Mais pour autant, tu vois, c'est drôle, encore une fois, si la somme de toutes ces petites balles perdues, au milieu, tu as quelques réussites, et à la fin, les balles perdues, elles sont oubliées, et les balles gagnées, c'est des achievements. Okay ? Et donc, encore une fois, je pense que ta meilleure manière de vaincre ta peur, si tu as peur de rater tes concours, c'est de te remettre à l'échelle la plus petite de la pyramide, qui est, plutôt que d'avoir peur de ne pas arriver là, fais le 1 cm. Quand tu auras fait 1, t'en fais 2. Quand tu auras fait 2, t'en fais 3. Voilà. Et arrête de regarder tout là-haut, focalise-toi sur ça. Okay ? Donc ça, c'est super important. Et pour l'histoire de aussi, la confiance en soi, hyper important. Ça, la confiance en soi, c'est un truc, c'est pareil, un sujet de société, la confiance en soi. Pourquoi il y en a qui ont confiance en eux, pourquoi il y en a qui n'ont pas confiance en eux. C'est un truc hyper genré aussi. Pourquoi est-ce que les meufs n'ont pas confiance en elles et pourquoi est-ce que les mecs ont terriblement confiance en eux. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là de l'histoire du pilote d'avion où si tu poses la question, tu as un avion qui est en panne,
quel est ton pourcentage de chance d'arriver à le poser, les mecs répondent 80% ou je sais pas quoi, et les nanas 10%. Mais ça s'observe réellement, tu le vois dans les demandes salariales, dans ce genre de choses, tu vois vraiment le plafond de verre que certaines personnes s'imposent et inversement l'excès de masculinité d'autres qui pensent être capables de choses lunaires. Donc on ne va pas le résoudre là, mais ce qui est important, c'est encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous. Et il y a une phrase qui est très connue là-dessus, si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi est-ce que les autres l'auraient? Ok? Donc soyez votre premier fan. Ok? Et vous avez tous une raison pour laquelle vous êtes des gens brillants. Vous avez tous des défauts, hein. J'en ai plein, Julien en a plein, on en a plein. Okay, mais vous avez des bêtes de qualité. Allez les chercher, toujours bosser dessus, trouvez votre zone de génie. Vous avez tous une zone de génie. Tous. Okay, et une fois que vous focalisez là-dessus, et moi je pense que c'est le truc c'est pour ça que j'ai confiance en moi, c'est que, et je pense que je suis un mec chelou là-dessus, quand je suis dans ma douche, je repense à ce que j'ai réussi. Toujours. Et je me rappelle hyper régulièrement, l'Ironman où Simon m'a plié, by the way, moi je suis hyper heureux de me rappeler ça et je me rappelle ma course et je me rappelle mon truc. Le but avec François, mon but que j'ai marqué il y a 3 ans, mais je me rappelle et sous la douche je me repense, putain, j'étais fort quand même. HEC, l'admission, la tête de ma daronne quand elle a vu que j'ai eu HEC, mais je me rappelle. Ça me booste de confiance, voilà. Et plutôt que de se focaliser sur qu'est-ce que j'étais nul là, non, ça c'est la vie. On est plus souvent nul que bon. Mais par contre, il y a des moments où on est bon. Rappelez-vous toujours de ces moments où vous êtes bon. Et je vous jure, vous aurez l'impression à la fin de la journée d'être quelqu'un d'excellent. Et on s'en fiche que ce soit vrai ou que ce soit faux. L'important, c'est que vous en ayez la conviction certaine. Et peu importe les résultats, le monde extérieur, c'est vraiment pareil. Ne laissez jamais quelqu'un vous juger. Jamais. Même le concours va vous juger. N'en faites jamais une affaire personnelle. Il y a des règles. Vous allez potentiellement rater ces règles. Vous allez les réussir, by the way, désolé. Mais je veux vraiment essayer de relâcher la pression là-dessus. C'est, encore une fois, vous jouez un jeu, vous allez vous battre, vous allez tout donner parce que vous êtes bon. Et après, les dés sont jetés et on va de l'avant. Toujours, on va de l'avant, toujours. Voilà. Le temps file, tu crois pas si bien dire, le thème de l'année, c'est juger. Donc, quand tu as dit le concours, vous jugez. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que je laisse le mot de la fin? On a déjà dépassé le temps imparti. Et je vais vous laisser tous les deux un petit mot de la fin, conclusif. Je commence sur la partie juger, parce que c'est votre thème de l'année. Soyez votre propre juge. Ok ? Soyez votre propre juge. Et vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, vous avez de la valeur. Okay ? Un juge, il est dans l'idée impartiale, c'est-à-dire que du coup, il n'est pas là pour vous encourager, etc. Il est là pour établir ce sur quoi tu as fauté, ce sur quoi tu dois être meilleur. Okay, et il est là pas pour vous incriminer, mais entre guillemets pour faire en sorte que vous soyez, on va dire, la meilleure version de vous-même. Parce que même quand on fout les gens en prison, c'est pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes pour la société, entre guillemets. Donc, soyez votre propre juge, d'accord ? Et je vous jure que c'est la meilleure manière derrière que les autres vous jugent positivement. Quand vous rentrez à un entretien, quand vous rentrez dans votre épreuve, quand vous rentrez à un pitch de vente, quand vous rentrez pour aller lever des fonds, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous êtes la meilleure personne pour ça. Et parce que vous avez cette confiance en vous et ce jugement sur vous, parce que vous avez bossé pour ça c'est super important. Hein. Je veux dire, bosser, si tu n'as pas bossé, tu n'es pas le meilleur. Tu ne te mets pas dans les meilleures dispositions. Si tu n'as pas bossé avant une épreuve, moi j'avais bossé comme un âne en prépa, évidemment je ne pouvais pas arriver en me disant je ne suis pas très bon, ça va le faire. Non, je ne suis pas très bon, mais j'ai bossé comme un âne. Et là, dans la salle, on est 40. Je suis sûr que sur ces 40, t'en as 38 qui ont moins bossé que moi. Il y en a peut-être un plus bossé, mais moi j'ai bossé comme un âne. Et je me suis battu comme un âne. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que j'ai ma carte à jouer. D'accord ? Toujours, battez-vous. Si vous êtes sûr de vous, parce que vous êtes bien battu, putain les gars, vous inquiétez pas, ça va le faire. Toujours. Et si quelqu'un un jour vous dit que ça le fait pas pour une raison X ou Y, si votre voisin de table, putain t'es vraiment nul en maths, si ta prof d'anglais, moi ma prof d'anglais, j'avais eu 12 à une épreuve, je lui ai dit comment je fais pour m'améliorer, elle regarde, elle me dit... Là, je crois que tu as atteint le top, Honoré. Là, vraiment, si tu arrives à avoir 12 au concours, c'est top. Ma prof d'espagnol, elle m'avait écrit un truc du style ce qui est bien avec Honoré, c'est qu'on connaît toujours le dernier. C'est vraiment, c'est parlant. Hein. Mon prof de maths m'avait dit tu aurais dû faire ECE. Okay, c'est les 3 matières sur lesquelles j'ai le mieux performé au concours. Les 3. Mais parce qu'en fait, j'ai pris leur jugement, entre guillemets, je me suis battu, et j'ai jamais pensé que j'étais moins bon en maths que quelqu'un d'autre. Évidemment, il y a toujours des génies, donc je me dis, ok, lui, je sais pas pourquoi, ça file droit. Mais en me battant, j'arrive toujours quand même à suivre. Okay, donc,
J'ai jamais pris leur jugement pour quelque chose. J'ai juste tenté d'être meilleur, et j'ai jamais douté de moi. Voilà. Complètement. Dans la suite de ce que vient de dire Honoré, moi je dirais, suivez, on a tous un instinct. Je ne sais pas si certains font de la danse, peut-être que certaines aimeraient devenir danseuses ou devenir danseurs, d'autres peut-être dans le sport, parce que j'ai vu qu'il y avait l'école talent ici. Bref, on a tous un instinct, il faut vraiment le suivre. On nous conditionne beaucoup, et notamment dans ce pays, mais dans beaucoup d'autres aussi, à penser que c'est pas forcément notre voie, on n'est pas forcément la bonne personne pour. Notre entourage aussi nous conditionne beaucoup à ça. N'écoutez pas trop ce qui est dit. Honnêtement, suivez ces petits. Ça peut paraître très abstrait, mais en fait pour nous, ça l'est. Enfin, moi, c'est très concret en tout cas. On a tous un rêve. J'espère que vous avez un rêve. On a tous un rêve. Il faut vraiment suivre ce rêve. Si vous l'avez, c'est que vous êtes la seule personne qui peut l'accomplir, en tout cas dans la façon dans laquelle vous l'imaginez. Et voilà. Persuadé, il faut que vous en soyez persuadé. N'écoutez pas trop les conseils des proches. Moi, c'est un petit conseil personnel. Moi, c'était les pires conseils. Ils venaient de maman, papa, mon frère, mon père. Enfin, voilà. Évidemment, dès que ça vient du très très proche, parce qu'on veut vous garder en sécurité, on ne veut pas que vous preniez le risque, ce qui est normal. C'est des réflexes très sympathiques par ailleurs. Hein. On veut votre bien, en fait. Mais parfois, pour grandir comme vous le souhaitez, il faut prendre des risques. Il ne faut pas forcément faire ce que les autres ont fait avant vous, ou ce qu'on a expliqué comme étant la bonne voie pour le faire. Donc, les conseils ne seront pas les meilleurs. Et puis, ne soyez pas des victimes. C'est plutôt par quoi j'aimerais conclure. Souvent, on aime bien terminer par des phrases un peu plus communes, mais je me suis quand même rendu compte qu'on avait tendance, et je viens de le faire, donc vous voyez, je fais mon autocritique, parce que je viens de faire la victime en disant le système français, voilà, très bien. Et comme l'a dit Honoré, une fois qu'on le sait, je suis encore là, et je ne l'ai pas appris il y a une semaine. Et ça dure un jour, hein, je me lamente, je fais un post LinkedIn parce que j'aime bien quand même mettre une petite baffe à l'État, c'est gentil, et puis après je retourne bosser, voilà, j'ai pas le choix. Donc en fait, ne soyons pas collectivement des victimes, surtout peuple français, parce que on a quand même une histoire qui nous précède. Si on a une mauvaise note, c'est pas la prof. Si on a échoué dans un sport, c'est pas le temps, c'est pas le. Je veux dire, on a toujours tendance quand même à trouver un responsable. Si on s'est fait quitter, c'est pas notre ex. Je veux dire, dans toutes les situations, c'est assez insupportable de toujours trouver un responsable. Et de ce que je vois quand même dans mon entourage, dans mes frères, dans mes proches, j'ai toujours quelqu'un qui se victimise, qui trouve toujours un responsable. Et il avance jamais. Alors nous, on est peut-être plus cons, parce que du coup, on ne cherche pas à comprendre qui, pourquoi, dans quelle situation ce serait mieux, en fait. Et d'ailleurs, ça, c'est Niel qui le disait récemment. Il disait, en fait, souvent, ceux qui entreprennent mieux, comme disait Honoré, entreprendre, c'est pas qu'entreprendre une boîte, voilà. Ceux qui entreprennent mieux leur vie, ce sont souvent pas les plus intelligents, parce qu'ils se posent souvent, en fait, pas trop de questions. Celui qui est vraiment, mais très très bien fait, très câblé, oula, il va voir toutes les barrières, il va voir l'impossibilité administrative d'un côté, la difficulté puisque le marché est déjà complètement bouché, et donc il ne fera jamais rien. Peut-être en tant que gens moins intelligents que la norme, que nous sommes tous ici, je me mets dans votre lot, ouais, même si je suis moins smart que vous, je me mets avec vous, pensons autrement et essayons de ne pas se victimiser dans des situations qu'on vit. C'est juste normal, voilà, c'est un échec, on suivra un autre peut-être, et un jour une victoire, et on sera là pour vous suivre en tout cas. Merci de l'invitation.